Le convoi de la police pakistanaise fonce à toute allure. Cette route mène à Mangopir, dans le nord de Karachi, le cœur du territoire taliban dans la ville. Ordre à tous les commerçants de fermer leur échoppe. Pour le commissaire Moïd et ses hommes, c'est le jour le plus dangereux de l'année. Ils effectuent une dernière inspection avant l'Ashura, la grande procession chiite. Fermez-moi tout de suite cette boutique. Et dépêchez-vous, sinon je vous botte le cul. Ok, toi, viens par là. Ce que redoutent les policiers, des bombes posées sur le trajet des pèlerins. Ne laissez passer aucun deux roues et ouvrez bien l'œil. C'est facile de cacher une bombe sous une moto. Et c'est pour ça qu'on ne laisse pas passer les véhicules civils. Dans ce quartier, tout peut arriver. Afin de protéger les chiites, que les talibans considèrent comme des infidèles, tous les policiers de la ville ont été mobilisés et des troupes paramilitaires appelées en renfort. On a placé des paras sur le toit de la mosquée. Un à chaque coin. Il y a beaucoup de Pashtuns et de talibans qui vivent dans ce quartier. On a déjà lancé des raids plusieurs fois dans ces ruelles étroites. C'est une zone très sensible. Les islamistes ont déjà frappé ici. C'était en 2009, alors que la grande fête chiite battait son plein. 2 bombes avaient fait 43 morts parmi les croyants. Karachi, la plus grande ville du Pakistan, le poumon économique du pays, est aussi la mégalopole la plus dangereuse du continent, avec 2000 meurtres commis l'an dernier. Les talibans contrôlent depuis longtemps les zones tribales du Waziristan, le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, à moins de 400 km de là. Karachi leur a toujours servi de refuge. Ils venaient se fondre dans l'anonymat de ses 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, cela ne leur suffit plus. Ils veulent chasser les gangs mafieux et les partis politiques qui tiennent la ville et prendre eux-mêmes le contrôle de Karachi. Des millions de fidèles sont maintenant rassemblés. La procession à haut risque va débuter. Cette année, pourtant, les chiites se sentent protégés. Pour la première fois, les autorités ont pris la mesure du danger. 30 000 hommes surveillent la cérémonie, presque 2 fois plus que l'an dernier. Le quartier est entièrement sécurisé. 1 millier de caméras de surveillance ont été installées. Les réseaux des téléphones portables bloqués. Les prières chiites vont se dérouler sans incident à Karachi. Il faut dire que depuis plusieurs mois, les paramilitaires et la police mènent raid après raid dans les quartiers chauds de la ville. Dans ce blindé, l'homme qui dirige cette guerre contre les talibans. Le chef de la brigade antiterrorisme. En ce moment, nous sommes très actifs. Pour éviter qu'on les attrape, beaucoup de criminels se cachent. Nous en avons arrêté un certain nombre, mais d'autres se sont enfuis. Ils sont partis se mettre au vert à la montagne. Mais le calme n'est pas complet. Cette route entre 2 collines marquait la limite du territoire des islamistes. Désormais, leur pouvoir s'étend au-delà. Le commissaire vient enquêter sur une bombe qui a explosé accidentellement il y a quelques jours, tuant les 3 terroristes qui s'apprêtaient à commettre un attentat. Donc personne ne les a vus se faire sauter. La déflagration a eu lieu sur ce terrain vague, à la périphérie de la ville. C'est ici que c'est arrivé. 3 hommes avec 2 motos. Ils étaient en train de préparer la bombe et c'est à ce moment-là qu'elle a explosé. La cible présumée, une mosquée chiite des environs. Nous pensons qu'ils avaient été entraînés dans un camp à la frontière avec l'Iran.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il y a un homme là-haut, et il tient quelque chose en main. Non, non, ne tire pas. Allez, on s'en va. Ce matin, les policiers sont trop peu nombreux pour prendre le risque de déclencher les hostilités en plein territoire ennemi. La principale menace, ce sont les hommes originaires de Karachi et entraînés dans les camps talibans dans les zones tribales. Ils sont renvoyés en ville pour accomplir leur mission. Ils sont plus dangereux car ils connaissent les codes urbains et se fondent dans la masse. Les talibans sont comme une pincée de sel dans la farine. Ils ne sont pas nombreux, mais cela altère la saveur de l'ensemble. Ce soir, les hommes de Raja Omar Khattab partiront en opération. Ils vont tenter d'arrêter les cerveaux présumés de cet attentat à la bombe qui a avorté. Pour l'heure, Mangopir est trop animé. C'est ici, dans les ruelles de ce quartier Pashtun, que les fous de Dieu ont installé leur QG. Pourtant, quelques irréductibles résistent à l'avancée des islamistes. Derrière ces hauts murs, des champs. Une petite communauté chrétienne survit ici. Mais pour combien de temps? Le pasteur a été menacé à plusieurs reprises. Pour l'instant, il a pu rester en s'acquittant de ce que les fondamentalistes appellent une taxe sécurité. 1 700 € que lui et ses fidèles ont eu du mal à réunir. Ceux qui vivent autour de nous n'aiment pas notre manière de célébrer notre culte. Ils disent que lorsque nous chantons comme ça, cela les empêche de se concentrer sur leurs prières. Aujourd'hui, il ne reste que 2 petites croix. Tout le reste a été saccagé par des hommes armés. Heureusement, l'église était vide ce jour-là. Ils ont détruit toutes ces croix. Regardez. Ils ont aussi déchiré nos affiches. Ce jeune homme est comme mon fils, il nous a beaucoup aidés. Ils lui ont dit que s'il continuait à venir à l'église, il lui mettrait une balle dans la tête. Par peur de représailles, personne ici ne prononcera devant nous le nom des bourreaux, les talibans. Avant, ce n'était pas comme ça. On vivait en paix avec les autres. Mais maintenant, n'importe quoi peut arriver. Et les fidèles aussi sont terrifiés. À l'époque, on recevait 300, 400 personnes chaque dimanche. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne viennent plus. Ils ont trop peur. Les intégristes ont déclaré la guerre à tous ceux qui sont différents d'eux. Et leur territoire ne cesse de s'étendre. Ils tiennent déjà un côté de Mangopir. L'autre côté de la route, lentement, est en train d'échapper au contrôle du gouvernement, lui aussi. C'est là que nous allons rencontrer les proches de la dernière victime des talibans. Un chiite assassiné devant 3 de ses enfants, il y a tout juste une semaine. Sherali était médecin. Leur père travaillait comme médecin au service de tous les habitants du quartier. Mais depuis 2 ans, les talibans ont fait des musulmans chiites leur cible principale. Parfois, ils tirent sur l'un d'entre nous et avant même qu'on ait eu le temps de l'enterrer, ils repassent à l'acte et tuent quelqu'un d'autre. En 1 an, on a perdu 6 à 7 de nos proches. Les fondamentalistes ont propagé une rumeur selon laquelle c'est bien d'assassiner des chiites. Pour eux, c'est en accord avec le Coran et ça ouvre les portes du paradis. Aujourd'hui, Gloria n'a plus qu'une seule idée en tête, quitter Karachi et sauver ses enfants. Si les talibans peuvent opérer ainsi ouvertement sans crainte d'être arrêtés, c'est parce que le nombre de policiers à Karachi est dérisoire. Dans cette ville de 20 millions d'habitants, la brigade antiterrorisme ne compte qu'une centaine d'hommes. 2 heures du matin, nous partons en opération avec les hommes de Raja Omar Khattab. L'objectif de ces policiers, c'est d'interpeller des talibans liés à l'affaire de la bombe déclenchée par accident. Nous avons arrêté plusieurs suspects.
Au cours de leur interrogatoire, ils nous ont donné les noms des 2 cerveaux présumés, Majid et Aman. C'est eux que nous allons essayer de trouver ce soir. Nous nous enfonçons au cœur des quartiers Pashtun. Le logement d'un des suspects est identifié. La vingtaine de policiers se déploient autour. Il n'y a pas d'issue derrière. Bien, personne ne peut s'échapper. On cherche Majid, il est là? Non, il n'est pas là. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez qu'à vérifier. Les femmes de la maison se sont éclipsées pendant que les policiers fouillent les pièces. L'homme qu'ils recherchent ne semble pas être là. C'est un échec. Le groupe prend alors la direction d'un second appartement. Même s'ils opèrent la nuit, lorsque les risques de représailles sont plus faibles, il ne faut pas traîner. Les fondamentalistes tiennent la zone. Cette fois encore, ni armes, ni munitions cachées. Les membres du raid craignent que les talibans n'aient été avertis de leur opération. Le suspect reste introuvable. Tu lui parles souvent? Il n'a pas de téléphone. Non seulement tu as une grosse barbe, mais en plus tu nous mens? Il a un portable, mais je ne me souviens pas du numéro. Allez toi, tu viens avec nous. Cette interpellation va venir grossir les statistiques des forces de l'ordre. Depuis septembre, les autorités se targuent d'avoir arrêté 9000 terroristes. Mais beaucoup parmi eux ne sont que des témoins ou des innocents relâchés dès le lendemain. Aux dernières nouvelles, les suspects recherchés courent toujours. Aujourd'hui, pourtant, les talibans se diversifient. En plus des attentats, ils se spécialisent dans le crime crapuleux, notamment les kidnappings. Ahmed Chinoy est le directeur d'un comité privé créé pour travailler avec les forces de l'ordre. Sur la droite, juste là, j'ai dû amener une fois une rançon à des kidnappeurs. Il y a eu un échange de coups de feu au moment où ils récupéraient l'argent. Mais heureusement, on a pu en arrêter un. Chaque mois, je dirais qu'il y a une dizaine d'enlèvements. Mais cette année, ça a été bien pire. On en a eu une quinzaine par mois. Cette augmentation, elle est due au groupe islamiste. Ahmed Chinoy possède une entreprise dans le textile. Mais la criminalité ne fait pas bon ménage avec les affaires. Avec d'autres hommes d'affaires de Karachi, il finance ce qui est officiellement une association. Dans les faits, cela ressemble à une société de sécurité privée. Écoute téléphonique, surveillance vidéo de la ville, 250 employés nuit et jour. Leur comité a aujourd'hui plus de moyens que les forces de l'ordre. Voici un exemple de notre base de données de prisonniers. Nous avons la photo de chaque condamné, avec toutes les infos nécessaires, ses empreintes digitales et les données biométriques. Venez de ce côté-ci. Donc sans vous, la police serait perdue ? En tout cas, ils seraient handicapés, car c'est nous qui possédons tout ce matériel d'analyse technologique. Regardez par exemple, nous faisons aussi les portraits robots. Les affaires liées aux talibans représentent 40% des dossiers traités par Ahmed Chinoy. C'est 4 fois plus qu'il y a un an. Tous les jours, il reçoit des proches de victimes. Le beau-frère de ces 2 hommes, médecin, a été enlevé il y a 5 semaines. Mon frère, écoute, on n'a qu'à négocier. Nous, on veut 1 million d'euros. Et toi, tu offres combien? Ils ont rapporté à Ahmed Chinoy l'enregistrement de leur dernière conversation avec les ravisseurs. S'ils apprennent qu'on enregistre tout et qu'on collabore avec vous? Non, non, ne vous inquiétez pas. La seule erreur que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas remis en question le montant qu'ils ont exigé. Vous devez leur dire que vous n'êtes pas aussi riche qu'ils le pensent. Ils se présentent comme des talibans. Ils disent qu'ils ont besoin de l'argent pour organiser leur choura, les assemblées d'anciens, et aussi parce qu'ils ont une grande cause à défendre.
La plupart du temps, ils séquestrent les victimes à Karachi, mais ils passent les appels aux familles depuis les zones tribales près de l'Afghanistan. Donc c'est plus dur de repérer leur position dans la ville. Je prie Dieu tous les jours pour que vous me sortiez d'ici. Ça fait déjà 1 mois que je suis là. Des dossiers comme celui-ci, Ahmed Chinoy en traite de plus en plus. Les activités criminelles des talibans sont en forte hausse. Karachi est devenu aujourd'hui l'objectif principal des talibans, une source vitale pour le financement de leur guerre. C'est ici qu'ils arrivent tous les jours, à la périphérie nord de la ville. Des bus amènent de nouveaux immigrants venus des zones tribales. Ils fuient les combats et les attaques de drones américains. Impossible pour les forces de l'ordre de savoir combien parmi eux sont des talibans. Pour asseoir leur contrôle sur la mégalopole, les fondamentalistes veulent se débarrasser de ceux qui tiennent la ville. Leur cible, l'ANP, le principal parti pachtoun du Pakistan, un parti laïque. L'ANP est très bien implanté à Karachi, il a une dizaine de députés élus au Parlement. Mais face aux attaques à répétition, 44 bureaux comme celui-ci ont été fermés. Les fondamentalistes s'en sont même pris à l'homme fort du parti. En mai dernier, une bombe explose sur le trajet de son véhicule. 12 morts, 50 blessés. Bachir Jan est le secrétaire général de l'ANP. Il a miraculeusement survécu à l'attaque, mais la ruelle où se trouve sa maison ressemble désormais à un camp retranché. Le politicien vit sous la protection permanente de 5 à 10 hommes. Les policiers qui me protègent sont de ce quartier. Ils défendent les mêmes idéaux que nous. C'est pour ça qu'ils acceptent ce boulot. Beaucoup ont refusé de me protéger parce que c'est trop dangereux. Nous ne pouvons abandonner notre pays aux talibans. Ils refusent que les femmes étudient, veulent qu'elles soient couvertes jusqu'aux pieds et que les hommes portent tous la barbe. Nous ne pouvons tolérer cela. La plupart des commerçants se sont vus réclamer de l'argent. Les demandes, collectées par le politicien, commencent à partir de 3 500 €. Aurangzeb a reçu une missive, puis des coups de téléphone passés depuis un numéro afghan. Comme il refusait de payer, un inconnu a lancé une bombe sur son magasin. Désemparé, il vient demander conseil à son chef de parti. Ils ont menacé de tuer mes enfants. Ils m'ont donné jusqu'à ce soir 20 heures pour trouver l'argent, et sinon ils vont tout faire sauter. Aurangzeb, évidemment, n'a aucun moyen de réunir une telle somme. Il accepte de nous montrer sa boutique située en plein cœur du quartier taliban. Nous y accédons par un petit passage construit au fond de sa maison. Au moment de l'explosion, le store était ouvert. J'étais assis sur une chaise juste là. Soudain, quelqu'un a lancé un explosif qui a fait sauter la vitre du frigo. Je crains que ce quartier ne devienne un deuxième Waziristan. Aucun ange gardien ne va venir nous sauver. Les autorités ne font rien. Je me sens à la merci des talibans. Ce sont eux qui décident s'ils vont nous tuer ou nous épargner. Ici, il n'y a pas de loi, pas d'état de droit. Aurangzeb a porté plainte, mais pour l'instant, la police n'a rien pu faire. En un an, le nombre de rackets à Karachi a plus que doublé. Selon les autorités, des dizaines de millions d'euros auraient ainsi été extorqués. Nous avons voulu rencontrer ces talibans de Karachi. Après plusieurs jours de négociations, un groupe seulement a accepté de nous recevoir. Ces hommes sont considérés comme les plus modérés du mouvement. On a recruté tous les jeunes hommes du quartier, tous ceux qui n'avaient pas de boulot. Et maintenant, ils travaillent pour nous, dans chaque rue. Aujourd'hui, c'est une véritable milice qui contrôle tout un quartier. 10 000 habitants selon eux. La nuit venue, ils patrouillent dans ces ruelles où l'État a abandonné les habitants à leur sort, où les partis traditionnels ont été chassés. Ces hommes sont des modérés, mais pour prendre le pouvoir, ils ont passé un pacte avec le diable.
Monter une milice a été une très bonne chose. Dans ces quartiers, il n'y a pas de sécurité, la justice est corrompue, il faut acheter les policiers. Comment voulez-vous qu'on vive en paix? La seule solution, ce sont les groupes armés. C'est pour ça qu'on a contacté les hauts responsables talibans. On leur a envoyé une délégation, nos anciens. Ils ont été les rencontrer dans les zones tribales. Ces gens nous ont aidés et aujourd'hui, tout le monde est derrière eux. Grâce à Dieu, nous n'avons plus de problème. Désormais, contrôler les rues ne leur suffit plus. Ils veulent imposer leurs lois partout, administrer leur territoire. Vous voyez ces numéros sur les murs? C'est pour savoir exactement qui vit ici. S'il y a un nouveau locataire, on doit être au courant. On veut tout savoir. On a notre propre gouvernement. Oui, c'est notre système. C'est le vide laissé par les autorités qui permettent à ces groupes de prospérer. Les talibans contrôleraient désormais entre 10 et 20% de la ville de Karachi. Quelques jours plus tard, nous sommes revenus au CPLC, l'organisation de soutien à la police. Aurangzeb a pu rassembler 300 €, mais c'est loin d'être suffisant. Les racketteurs ont même augmenté la pression sur leurs victimes. Ils ont tiré ces 5 balles sur ma maison. Le bénévole qui le reçoit aujourd'hui refuse que nous le filmions par peur d'être reconnu par des criminels. On vous rappellera demain. Je vais vous donner le nom de mon collègue et vous n'aurez qu'à lui raconter votre histoire. Donc ce que vous me dites, c'est que les Afghans sont plus puissants que les Pakistanais? J'ai pris contact avec tout le monde ici et personne ne m'aide. Par contre, un homme, là-bas en Afghanistan, est capable d'organiser une attaque contre quelqu'un ici, de lui faire du mal. Et vous, les Pakistanais, vous restez juste tranquillement assis. Non, on ne reste pas assis à rien faire. J'ai honte d'être pakistanais. J'ai envie de déchirer mon passeport et ma carte d'identité. Aurangzeb obtiendra la mise sur écoute du téléphone de ceux qui le menacent. Une mesure bien dérisoire. Les autorités pakistanaises ne semblent pas en mesure de remporter la bataille contre les talibans. Au contraire, chaque jour, les intégristes se révèlent plus puissants. Leur emprise sur la ville s'étend. Pourtant, pour éloigner du Pakistan le spectre d'un gouvernement islamiste, il faut éviter à tout prix que Karachi, la ville la plus ouverte et la plus tolérante du pays, ne tombe entre les mains des talibans.